Alors bonjour, alors je ne vais pas vous faire une présentation vraiment sur la simulation de circuit parce que ça serait trop technique, mais j'ai rajouté un peu dans mes slides. Alors j'ai fait un peu deux choses, c'est alors c'est ce que je vais passer tout de suite. On va commencer par répondre à une question, c'est pourquoi j'ai envie de faire de la simulation avec Python, pourquoi le langage Python. Et puis en même temps, je vais un peu discuter de la simulation un peu en général, et à la fin je présenterai rapidement Modelica aussi, qui est peut-être pas très connu. Alors, pourquoi Python? Alors tout de suite j'attaque par la déréalité que j'ai pu croiser dans le monde du travail. C'est qu'il y a par exemple, je dis pas c'est toutes les entreprises, mais dans certaines entreprises, les gens font tout de A à Z avec un pack office. Il peut y avoir que le comptable qui va utiliser un autre logiciel. Alors, on peut constater voilà. Alors, on peut voir des bizarreries comme ça. Alors ça, j'ai vu ça à l'université, par exemple, on vous explique que vous avez un jeu de mesure, vous allez calculer la dérivée, ben, il y a l'algorithme de la souris. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on copie des colonnes, on les copie, on rentre une formule, et puis voilà, on est content. Alors après, il y a l'exercice suivant, c'est comment on calcule un histogramme. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Si vous regardez la réponse en Python, bah, c'est très simple. Alors c'est des choses que alors je vois que maintenant dans l'éducation, on apprend le langage Python, mais c'est des choses qui ne devraient plus exister. Alors, un autre exemple, si on regarde le bureau d'un ébéniste, on voit qu'il a plein d'outils, hein, il n'utilise pas une seule chose. Et dans l'open source, bah, on a une grande chance, c'est qu'on a plein d'outils qui sont disponibles. Alors par contre, tout de suite, je vous préviens, c'est en matière de simulation électronique, ce que je vais vous dire, ça marche pour de l'éducation, dans du do-it-yourself. Si on veut fabriquer un avion, il faut faire attention, on va utiliser des outils qui sont vraiment adaptés. Ce que je vais présenter, ça ne correspond pas à ce domaine. Alors, dans la simulation, il y a trois étapes. Il y a le steering, je ne sais pas trop comment on dit en français, le processing et l'analyse. Alors, dans Python, ce que j'aime bien, il y a plein de grandes caractéristiques, mais moi, ce que j'adore, c'est par exemple, c'est que l'indentation, c'est la syntaxe. Parce que pour un ingénieur ou un scientifique qui ne comprennent pas ce que c'est, là, ils sont obligés de le faire. Le langage, c'est une syntaxe qui est canonique. Et en gros, pour coder salement en Python, il faut quand même vraiment le vouloir. Alors, comment Python, il peut nous aider dans un processus de simulation? Bien, pour le steering, on a accès à plein de choses. On peut utiliser du JSON, du YAML. On peut même utiliser Python en input. Pour le processing, on a plein de moyens pour faire des wrappers avec du Fortran et du C. Et pour l'analyse, on a aussi plein de bibliothèques. Donc on a un environnement qui est très riche. Alors maintenant, je vais juste vous donner une aperçu de qu'est-ce que la simulation de circuit. Alors un circuit, en fait, c'est un graphe. Et en gros, il y a trois choses à savoir pour faire la recette. C'est que pour un nœud, tout ce qui rentre est égal à ce qui sort. Et si on prend par exemple une boucle dans le graphe, la somme des voltages et des tensions est égale à 0. Ensuite, pour chaque composant électronique, il y a une équation qui va relier le courant et la tension. Alors si on prend un exemple, par exemple sur ce circuit-là, qu'on applique les règles, on arrive à un système d'équations, qui est en fait un système linéaire d'équations dans ce cas-là. Et en gros, c'est une histoire de matrice, et en gros, pour avoir la solution, il suffit de l'inverser. Alors, pour les circuits électroniques, il y a des algorithmes qui font ça automatiquement. Après, il y a des difficultés, parce que les matrices, il y aura beaucoup d'éléments à zéro, et en fait, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il peut y avoir des termes qui sont complexes et non linéaires. Donc, en gros, c'est ça, ça correspond à ça. Alors, il y a un truc qui est un peu particulier à l'électronique, c'est qu'il y a plusieurs types de simulations. Par exemple, souvent, on va avoir dans d'autres domaines, on a une équation différentielle et on va l'intégrer. En électronique, il y a d'autres choses. On va commencer par calculer l'état à t égale 0. Après, on s'intéresse à des fonctions de transfert, aussi à des réponses fréquentielles. Et puis après, il y a aussi tout un tas d'analyses très spécifiques. Alors, là c'est intéressant parce que c'est un très bon exemple d'open source. Dans les années 70, à Berkeley, ils ont commencé à développer un logiciel de simulation électronique.
et il a été mis dans le domaine public. Et alors c'est une des raisons pourquoi c'est devenu un standard, c'était que c'était dans le domaine public, ils s'en sont servis pour faire des cours, et au fil du temps, c'est devenu un standard et même un milestone I3E en 2011. Alors tout ça, c'est un peu, ils ont arrêté en 1996 et après ça a été repris par soit il y a eu des forks commerciales ou open source. Alors l'entrée d'un circuit, ça ressemble en gros à ça dans Spice. C'est comme c'est un graphe, on voit dans les... là j'ai mis à chaque nœud il y a des numéros, donc ce qu'on voit en bleu, c'est en gros la définition du graphe. En rouge, ça dit quel est le type du composant, et en vert, c'est en gros les caractéristiques. Et on voit en bas, ça va être le langage qui dit, par exemple, de faire une simulation fréquentielle de 10 mHz à 1 GHz et d'afficher telle tension. Donc ça correspond un peu à un langage typique des années 70. Alors pourquoi Spice aujourd'hui c'est encore important? Parce que par exemple quand vous voulez fabriquer un circuit électronique et vous avez un composant, pour pouvoir le simuler, il faut un modèle. Et aujourd'hui, tous les fabricants, quand on va sur leur site web, on peut trouver ce qu'on voit. Alors ça, c'est un datasheet. Et là, ce qu'on voit, un modèle écrit en langage Spice qui va correspondre aux composants. En fait, c'est une paramétrisation des caractéristiques. Donc ça, ce qui fait, c'est que le langage en lui-même, aujourd'hui, il est encore très important. Alors, il y a eu... là on voit dans le domaine de l'open source, il y a beaucoup d'initiatives au fil des années, et un truc qui est un peu dommage, c'est qu'au fil des temps, tout ça meurt un peu. Aujourd'hui, il y a plus grand chose de très actif. Alors j'en compte, il y a au moins, depuis Berkeley, des forks, on voit qu'on arrive à 5, et tout ça démarre à une année, puis ça termine pour diverses raisons. Alors il y en a un qui est assez... c'est un truc assez typique parce que c'est Michael Margraf, il a voulu faire un logiciel quasi professionnel avec une IDE. Donc ce logiciel, il fait vraiment tout. Il y a la partie simulation, il y a la partie on peut faire des schémas, il y a une partie analyse. Et on voit que ce projet, aujourd'hui, il est un peu mourant et aujourd'hui, il a été développé en Qt3, ils sont toujours en train d'essayer de le porter en Qt4. Alors à mon avis, pourquoi ça marche pas? C'est que si on regarde ce type de logiciel, vous faites la liste de toutes les compétences qu'il faut, de tout ce qu'il faut faire, c'est juste monstrueux parce que ça part des compétences en physique du solide à développer une librairie de plot, enfin c'est monstrueux. Et j'ai envie de dire, c'est deux façons de voir la vie. Il y a d'un côté, on joue au château Playmobil, et puis il y a un autre côté, on joue au Lego. Et je pense qu'il faut absolument faire, c'est de développer des composants logiciels et ne pas vouloir faire des choses qui sont complexes. Parce que si évidemment on a un marché industriel et des millions d'euros, on peut le faire, mais dans le monde du libre, c'est très compliqué. Il suffit de regarder par exemple, à l'époque, ils ont développé en Qt3, c'est bien, mais après, il faut assurer la maintenance en Qt4, en Qt5, et rien que ça, pour une équipe de une personne, c'est un travail qui est monstrueux. Donc, je pense, surtout, ne pas faire ça dans le logiciel libre. Il ne faut pas imiter les logiciels propriétaires. Alors ça, c'est un fabricant de composants. Ils ont forké Spice, et là, c'est un peu la même chose que Qux. Et ce qu'on peut voir, en fait, il suffit de regarder l'interface graphique. On voit que c'est un logiciel qui est très ancien. Ils s'en servent comme un produit d'appel marketing, mais il n'y a pas vraiment d'argent dedans non plus. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors un jour, j'avais envie de retourner un peu à l'électronique, et je me suis dit, j'ai cherché le clone open source qui était à peu près le plus maintenu, pour être sûr d'avoir quelque chose qui marche. Alors j'ai choisi ngSpice, et après j'ai commencé à regarder la doc, à l'utiliser, et puis il y a un problème, c'est que les outils d'analyse, en fait, ça utilise le langage Tcl, qui est complètement dépassé aujourd'hui, donc je me suis dit, moi je veux faire du Python. Donc l'idée de base, c'était, je regarde ce qu'on a dans l'open source, on a ngSpice, et j'ai envie de le plugger avec Python pour pouvoir faire mes plots, mes analyses. Alors en gros, le workflow... Alors après, je vais passer
j'ai des exemples. Je vais définir mon circuit en Python, la simulation, je vais générer un code qui correspond au langage Spice, je vais récupérer les résultats de la simulation, et puis après je fais mon analyse en utilisant NumPy ou Matplotlib. Alors, quand on utilise dans ces cas-là un peu le langage Python, des fois ça peut être un peu lourd par rapport à un langage qui a été conçu exprès. Mais il y a par exemple des choses sympas. Je vais essayer de passer. Voilà. Alors si vous regardez ça, c'est un circuit, c'est un multiplieur de tension. Et en fait, ça fonctionne. Il y a un pattern qui se répète. Et en fait, le nombre de fois que ça va multiplier la tension, ça correspond au nombre de patterns qu'on va rajouter. On peut le faire jusqu'à l'infini. Alors en gros, c'est récursif. Et si on regarde, une fois que, alors c'est pas super simple à coder, mais une fois qu'on l'a codé, on a une boucle for. Et si on veut se dire, tiens, je veux le simuler avec un facteur 50, il suffit de changer la valeur et puis on lance la simulation, on a le résultat. Alors que si on voulait dans un joli logiciel qui ne fonctionne qu'avec une souris, il faudrait aller copier les blocs et les brancher les uns à la suite des autres. Alors pour ça, Python, c'est vraiment sympa. Après, il y a d'autres choses qui est par exemple les keywords arguments, c'est par rapport au langage d'origine, c'est vachement pratique parce qu'on sait que telle valeur, à quoi ça correspond. Il n'y a pas besoin. Alors il y avait moi j'ai vu des logiciels en Fortran, il fallait vraiment aller voir dans la doc qu'il y a telle ligne, telle colonne, à quoi correspondait le paramètre. Après, il faut quand même se rendre compte qu'il y a vraiment dans des domaines, l'interface graphique c'est quand même vachement pratique. Parce que sur des gros circuits, c'est quand même assez casse-pied de rentrer, d'encoder un graphe à la main. Donc j'ai codé une interface avec le logiciel KiCad, qui est une référence en open source pour développer, par exemple, la carte qu'on a vue tout à l'heure. On peut faire le schéma et même faire le circuit imprimé. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même une possibilité d'utiliser une interface graphique. Après, il y a ce simulateur NGSpice, il permet aussi de l'étendre avec le langage C, ce qui fait qu'on peut avoir une simulation où il y a une partie qui va être faite dans le NGSpice et puis on peut coder par exemple des choses en Python. Alors on pourrait s'amuser par exemple je veux simuler un amplificateur audio, d'aller lire un flux, un MP3, de faire ça comme si c'était une source de tension, de l'envoyer dans le circuit de simulation, et puis on récupère les résultats à la sortie. Alors ça peut être des choses assez rigolo à faire. Alors ça, je vais passer. Alors je vous ai fait voir, ce qu'il y a aussi dans ce projet que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas mal d'exemples, et j'ai fait quelque chose qui est un peu équivalent à des notebooks Jupyter. Donc on peut voir ici avec du code, du texte, des figures, et alors faut que j'arrive à le choper. Par exemple ça. Donc on voit il y a des figures, le code. Et ce qui est super, par exemple avec la Matplotlib, c'est qu'on peut faire des graphiques assez sophistiqués. Alors ça, je l'ai fait en fait, j'ai pas voulu utiliser le notebook parce que moi j'aime bien un éditeur de texte. Et qu'il y avait des choses, je me suis dit que ça allait marcher très bien comme ça. Donc l'idée, c'est juste j'ai des commentaires spéciaux où on voit par exemple quand il y a un point d'exclamation, ça va correspondre à du restructuré de texte. Ou quand il y a par exemple un CM, ça correspond à un schéma d'un circuit électronique. Et par exemple, le FIG, ça va être une figure en Matplotlib. Donc c'est un truc, c'est tout simple. On rajoute juste des commentaires, on fait tourner la moulinette, ça marche avec Sphinx, et à la fin ça génère une documentation où on peut mélanger à la fois du code, des explications et des graphiques. Alors après ça peut être porté facilement sous des notebooks, qui en fait c'est du JSON. Alors ça c'est pour vous donner un exemple à quoi ça correspond le langage que j'utilise pour faire les graphiques. Bon, c'est assez compliqué, mais ça fait des choses qui sont très propres. Alors c'est un truc aussi que je trouve surprenant, c'est
c'est on a comme c'est un peu comme la tech, où on a des outils qui sont très puissants mais un peu compliqués, puis on a des interfaces graphiques qui peuvent être des fois assez simples, mais qui font pas les choses très proprement. Alors, par exemple, j'aurais utilisé KiCad, j'aurais pas réussi à avoir des graphiques aussi jolis. Alors, ça c'est aussi c'est un autre projet, quelqu'un il a voulu replémenter tout en Python dans la simulation. C'est vraiment un clone de Spice, mais tout en Python. Alors ça peut être intéressant parce que ça va être évidemment beaucoup plus facile pour quelqu'un qui veut comprendre vraiment comment ça marche de l'intérieur. Alors c'est des choses un peu tristes, mais par exemple il est décédé. Aujourd'hui je ne sais pas ce que va devenir ce projet parce que c'est la projet d'un homme et c'est des choses qui arrivent. Ça peut expliquer pourquoi dans l'open source il y a plein d'initiatives et puis un beau jour, ça. Alors maintenant je vais vous présenter Modelica, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est quand même c'est très puissant et ça marche très bien avec Python. Alors Modelica c'est vraiment un langage qui est dédié à la simulation, il est ouvert. C'est surtout des gens qui viennent d'Europe du Nord qui l'ont développé. Alors je vais vous montrer un exemple qui est par exemple on veut simuler une balle qui rebondit. Alors en gros c'est comment qu'on modélise ça, c'est la loi de Newton. Et quand la balle elle va arriver, elle touche le sol, il y a une certaine perte d'énergie, puis elle repart dans l'autre sens. Alors en fait, on voit que c'est un langage, on prend les équations mathématiques et on les traduit en langage Modelica. Alors ça gère tout, on voit qu'il y a on peut mettre, c'est pas seulement des formules mathématiques, on peut rajouter des if et des one quand en fait il y a des changements, on passe d'une équation à un autre selon certaines conditions. On peut aussi, il y a un mode qui est par exemple ce qui correspond à l'électronique, c'est-à-dire que c'est des composants qui ont leurs propres équations et on peut les connecter entre eux. Donc ça ressemble en fait à ce que j'ai montré tout à l'heure avec Spice, sauf qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est plus un R1, 5, et un espace 6, où là en fait on va définir tous les composants et puis après on dit voilà je vais connecter de tel, ce qu'on dit en anglais des pins, de tel pin à tel pin, je vais connecter par exemple une résistance avec une capacité. Alors ça, Modelica, ça fait surtout des analyses, en fait c'est surtout un intégrateur. Il y a d'autres types d'analyses je pense que c'est faisable, mais c'est pas vraiment fait pour ça, c'est surtout de la résolution d'équations différentielles. Il y a deux front-end open source, OpenModelica et JModelica. Alors il y en a un il a un IDE, et l'autre qui est, c'est en partie développé avec Python. Alors il peut être plus sympa parce que c'est quand même à la base, c'est un peu un mélange de tous les langages, mais Python est quand même, c'est un rôle beaucoup plus central. Alors je vais montrer alors ça c'est à quoi ressemble l'IDE d'OpenModelica. Donc on peut voir, ça c'est un circuit électronique et le résultat d'une simulation. Et je vais montrer comment on l'utilise en Python. Alors en fait c'est assez simple, il suffit de lui demander de charger un fichier qui est écrit en langage Modelica, de lancer la simulation et après on récupère, alors en gros dans le langage, il peut y avoir, ça peut être des composants ou des variables qu'on a définies. Donc là, on peut récupérer pour chaque variable, si on revient, par exemple ici, on voit qu'on a une variable qui est la vitesse et la hauteur. Une fois qu'on a lancé la simulation, on peut récupérer les valeurs sous forme de tableau NumPy et faire un plot avec Matplotlib. Donc c'est très facile à utiliser et c'est très puissant. Donc ça, je ne sais pas si c'est très dans les universités, même en classe préparatoire, est-ce que c'est très connu, mais c'est vraiment, c'est open source, c'est gratuit, et je pense que c'est une puissance qui est phénoménale, ça équivaut vraiment à des logiciels comme Simulink, et ça peut ressembler aussi à Scilab, il y a des parties qui sont un peu, qui se rejoignent. Après, c'est un autre projet aussi que je présente rapidement, que j'ai développé. L'idée, c'était la simulation, par exemple, d'AVR, qui est le processeur d'Arduino.
Et l'idée, c'était de prendre on prend le datasheet PDF, dedans, il y a un jeu d'instructions qui est écrit, on récupère tout ça, on en fait un fichier YAML, et on envoie ça dans un interpréteur de microcode, et on fait une simulation. Alors, j'ai commencé à coder pas mal de choses, et il y a par exemple, il y a un algorithme d'arbre de décision qui permet de décoder les fichiers binaires. Donc c'est une approche qui est assez simple. Si on veut jouer avec un CPU, on définit son jeu d'instructions, la manière dont les opcodes sont codés en binaire, et on peut faire tourner tout ça. Alors pour conclure, la cible de ce que j'ai fait, c'est plutôt l'apprentissage. Ça peut être aussi dans le monde des hackerspace où il y a des gens ils ont envie d'apprendre l'électronique, et avec l'open source, on peut faire des simulations. On a quasiment toute la chaîne. Alors évidemment, c'est pas des outils professionnels, mais on peut faire des tas de choses. Alors où j'aurais besoin d'aide, c'est par exemple pour ajouter des exemples, des commentaires sur. Et après, ce que je me suis rendu compte quand j'ai eu pas mal de contacts d'étudiants, ce qui est compliqué, c'est souvent que les électroniciens, c'est pas des informaticiens, donc ils ont le code, quand ils vont sous GitHub, ils sont pas forcément familiers avec ça, ils utilisent souvent Windows. Alors là, par exemple, quand il faut utiliser un logiciel, un simulateur, qu'il faut le compiler en C, ça peut être un peu compliqué. Ils vont pas forcément toujours trouver, par exemple, avoir des exécutables 64 bits de projets open source, c'est pas toujours simple. Et je pense aussi que comme c'est un intérêt limité par l'industrie, c'est difficile de faire vraiment évoluer tous ces projets. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup un jour, il y a quelqu'un qui le fait vivre et ça s'arrête. Mais bon, je pense que c'est des choses qui... je peux essayer de voir, par exemple, dans des hackerspace, de pousser pour si ça intéresse des gens.